Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. 23 saisons professionnelles, 226 sélections, 5 ballons d'or. Il continue aujourd'hui à 41 ans d'évoluer au plus haut niveau et de marquer en Coupe du Monde. D'ailleurs, fait étonnant, Cristiano a marqué plus de buts après ses 30 ans qu'avant. Comment est-ce possible alors que la plupart de ses collègues commencent à se détériorer à cet âge-là? C'est ce que nous allons voir. Je suis Aurélien, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau, auteur pour le magazine américain Breaking Muscle, et aujourd'hui on va analyser les techniques de récupération de Ronaldo ou ce qu'il met en place pour toujours être aussi performant à son âge. Est-ce que la science est d'accord avec ce qu'il met en place? Est-ce que ça pourrait être utile pour vous ou même la musculation? Sans plus attendre, on va directement commencer avec la cryothérapie, du moins l'exposition au froid. C'est une pratique qui est à la mode en ce moment. Il y a même des influenceurs comme Wim Hof qui en font leur fond de commerce et prônent ses vertus à tout va. Si vous êtes sportif, vous allez mieux récupérer en étant exposé au froid. Et la science valide plutôt bien cet effet pour la récupération à court terme. Les méta-analyses observent généralement une diminution des courbatures, surtout dans les 24 à 48 heures après un effort intense. On observe également une amélioration de la récupération perçue, c'est-à-dire que les sportifs ont la sensation d'avoir les jambes fraîches, par exemple quand ils ont couru. Et même si ce n'est pas toujours accompagné d'une amélioration objective sur la performance au niveau musculaire, je peux vous dire que tout vient de l'esprit. Et si là-dedans ça va mieux et vous vous sentez mieux, vous pourrez performer mieux. Même principe que l'effet placebo. Et enfin, ça a un intérêt si par exemple vous devez enchaîner des matchs ou des efforts approchés, des entraînements, etc. Si vous êtes en compétition, le froid ça va être utile parce que l'objectif n'est pas forcément de maximiser les adaptations, mais d'être disponible rapidement. Donc oui, pour Ronaldo, ça a du sens. Ceci dit, pour vous, peut-être pas. Le froid a été décrié ces dernières années dans pas mal de recherches scientifiques, surtout en ce qui concerne le monde de la musculation. On a tout un tas d'études et de méta-analyses qui ont observé que l'immersion ou l'exposition au froid post-musculation, ça pouvait atténuer les signaux anaboliques et donc la croissance des fibres musculaires ou encore la force. En bref, vous gagnez moins de muscles, moins de force. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est que l'entraînement de musculation va générer une réponse physiologique, une inflammation au niveau local, du stress mécanique, des signaux cellulaires. C'est pas juste des dégâts à réparer, mais le signal pour le corps de s'adapter et de grossir, du moins du point de vue musculaire. Donc le froid, ça peut être utile pour par exemple calmer la douleur, mais pas pour maximiser les adaptations. Donc mon verdict pour Ronaldo, ça serait 8 ou 7 sur 10. Si vous faites de la musculation, peut-être 3 ou 4. Vous pouvez le faire de temps en temps, par exemple si vous avez eu une séance particulièrement intense qui vous a laissé des courbatures infernales pour récupérer, mais évitez de le faire souvent, ça va ralentir vos progrès. Ensuite, nous avons les bottes de compression ou de compression pneumatique, ou ces espèces de chaussons qu'on va enfiler après des séances de sport. Selon la science, les effets sont certainement moins impressionnants que ce que le marketing clame, donc à savoir une diminution des courbatures, une amélioration de la sensation des jambes lourdes, une réduction possible des gonflements et une récupération améliorée. Alors pour en avoir mangé un certain temps lorsque je me suis fait les croisés donc chez le kiné, moi je peux confirmer que ça a réduit les gonflements et probablement les jambes lourdes, donc ça a certainement un intérêt après des blessures ou si vous avez vraiment, je sais pas, des chocs, une fatigue extrême au niveau articulaire. Ouais, une méta-analyse récente sur la compression rapporte des effets possibles sur la récupération sportive. Mais les scientifiques se plaignent que la littérature est encore limitée et hétérogène. Il y a peu d'études qui remplissent les critères. En gros, elles sont mal faites, a priori financées par les fabricants de ces produits-là. Donc, il faut faire vraiment attention aux conclusions. Le consensus serait plutôt que ça peut aider à se sentir mieux, mais c'est vraiment pas un outil qui va transformer tes performances. Mon verdict, eh bien, ça serait que c'est pas inutile, mais c'est vraiment un petit bonus, un complément. Donc, je pourrais donner 6 à Ronaldo et peut-être 5 à un pratiquant de muscu. Voilà, c'est un petit outil complémentaire, surtout si on a beaucoup de matchs, des voyages par exemple, qui, ça c'est vrai, peuvent causer pas mal de rétention d'eau au niveau des jambes ou qui est une fatigue musculaire. Même principe pour un pratiquant de musculation, pourquoi pas, si vous avez fait vraiment une séance jambes des enfers, elles sont gonflées, elles sont lourdes, etc. Mais je vais vous le dire, votre temps, votre argent et vos efforts seront a priori bien mieux employés ailleurs pour progresser et récupérer plus vite. Ensuite, la piscine, on peut souvent voir Ronaldo effectuer de l'activité nautique après ses entraînements. On parle de piscine, mais ça pourrait être n'importe quelle activité légère, la récupération active quoi. Du vélo très léger, de la marche, de la mobilité, peut-être même du yoga. Et de ce point de vue-là, la science valide l'activité légère. Ça augmente le flux sanguin, ça accélère la clairance de certains métabolites comme les lactates, ça réduit la sensation de raideur, ça augmente la mobilité et aussi la sensation de récupération. La science là-dessus montre que c'est un intérêt, mais ça va beaucoup dépendre du contexte. Donc quel est le type d'activité que vous aviez fait, mais également le type d'effort,
d'intensité avant. Pour la piscine en particulier, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un très faible impact articulaire. Vous savez que c'est très souvent recommandé par exemple par les docteurs ou les kinés chez les gens qui ont des soucis de santé, d'articulation. La pression hydrostatique, ça vous fait flotter, donc cette sensation de légèreté, c'est des mouvements doux. Et pour Ronaldo, ça fait beaucoup de sens parce qu'après s'être tapé des matchs avec des contacts, des coups d'épaule, des sprints, des changements de direction, la piscine, ça vous permet de bouger sans rajouter des contraintes articulaires ou musculaires fortes. Pour la musculation, ça a tout à fait de l'intérêt, même si j'imagine que, bon, en pratique, est-ce que vous allez vraiment enfiler votre bonnet, etc. et faire de la natation? Bon, si vous avez une piscine chez vous, oui, je vous en prie. Mais ça pourrait tout simplement marcher ou faire du vélo, quelque chose comme ça, de léger pendant 10-20 minutes après une séance. Chez Westside Barbell, on aime bien à cet objectif utiliser des mouvements en très longue série avec des élastiques, par exemple des séries de 100 ou 200 répétitions, les curls aux extensions triceps, et c'est vrai, ça va beaucoup envoyer de sang dans vos muscles, dans vos articulations, des nutriments, chasser les métabolites, ça va vous permettre de récupérer plus vite, qui est d'ailleurs aussi une super stratégie si par exemple vous avez des tendinites. Par exemple, vous avez des mauvais coudes ou des coudes souvent faibles, utilisez des séries de 100, 200 élastiques, extension à l'élastique plusieurs fois par semaine, très intéressant. Ça, c'est une technique que je recommande, que la science recommande et que moi-même j'ai pu tester avec succès. Je mettrai un bon 8 pour Ronaldo, encore plus de sens pour lui d'aller nager, et 7 même sur 10 pour un pratiquant de musculation. Voilà, en restant raisonnable sur l'intensité. Et en plus, si vous faites des trucs qui jouent sur la respiration, comme de la mobilité ou du yoga, ça va également aider à diminuer le stress que vous avez accumulé lors d'une séance de musculation intense et récupérer plus vite. Ensuite, passons au massage. Ils sont très populaires en sport. Ils vont aider à réduire les courbatures, surtout améliorer la sensation de bien-être, la mobilité, la flexibilité et diminuer la fatigue. Bon, les massages, ça date pas d'hier, ça a été étudié extensivement par les scientifiques. Par exemple, une méta-analyse de 2020 a observé qu'il n'y avait pas de preuve claire que le massage améliore directement la force, le sprint, le saut, l'endurance ou la fatigue, mais que ça peut améliorer légèrement la mobilité et les courbatures. Voilà, ça a été confirmé plus tard, par exemple en 2023. C'est intéressant comme outil de récupération subjective pour la douleur, pour le bien-être que comme booster direct de performance. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tout vient de l'esprit, c'est super important. Même si votre corps est dans le même état, il récupère à la même vitesse, mais que dans un cas, vous avez mal, vous sentez fatigué, lourd, des courbatures, et dans l'autre cas, vous vous sentez mieux, à votre avis, dans lequel vous allez mieux performer sur le terrain. Donc ça ne fait pas progresser plus vite, ça construit pas de muscle, ça remplace pas le sommeil ou un mauvais programme ou etc. Mais ça peut aider indirectement. Si ça diminue nos niveaux de cortisol, si on dort mieux après, si on se sent moins raide, plus mobile, si on est plus disponible mentalement et donc on pourra tolérer une plus grosse charge d'entraînement. Pour Ronaldo, c'est évidemment très intéressant qu'un footballeur pro accumule des chocs, des sprints, des voyages, la tension musculaire, les matchs, le stress, la pression. Donc je mettrai un bon 7 sur 10 pour Ronaldo, c'est agréable. On va dire que c'est secondaire, mais ceci dit, de le faire de temps en temps, ouais, moi je pense que c'est carrément une bonne idée. Ensuite, le sommeil. Alors c'est probablement la technique la plus ennuyeuse que soit, on fait littéralement rien. Mais c'est certainement la plus importante de toutes. Donc ça fait plus de 10 ans que Ronaldo travaille avec un spécialiste du sommeil, Nick Littlehales, et celui-ci se base plus sur les cycles du sommeil plutôt que la durée du sommeil. Donc il y a tout un tas de mythes et de légendes qui entoure Ronaldo, comme par exemple, au lieu de faire une nuit de sommeil, il faisait 5 siestes dans la journée, ou bien il séparait son sommeil 4 heures par-ci, 4 heures par-là. Ce qu'il y a, c'est que c'est des techniques que parfois ont été exagérées, ou parfois sont utilisées, mais pas tout le temps. Et oui, clairement, il a pu employer du sommeil biphasique lors de compétitions, de périodes spéciales, etc. Par exemple, dormir 4 heures, puis s'entraîner, manger, encore un entraînement, puis redormir 4 heures, puis encore faire un entraînement ici et ça. J'ai moi-même une amie qui pratique exactement la même chose. De son point de vue, elle se sent fraîche et dispo, mais également elle a plus vite cette fatigue. C'est un peu comme si sa batterie se déchargeait plus vite, mais également se remplissait plus vite. Sur ces types de sommeils spéciaux, nous, malheureusement, on n'a pas beaucoup de données scientifiques. Il y a eu peu d'études sur le sujet, mais on sait que par exemple, 4 heures plus 4 heures ou bien dormir 6 heures plus une sieste de 2 heures sera plus efficace évidemment qu'avoir un sommeil restreint, donc dormir moins de 8 heures, mais pas forcément que d'avoir une belle grande nuit de sommeil. Les siestes de manière générale, ça peut être vu par certains comme un signe de paresse, mais les études récentes ont montré ses bienfaits même pour la force. Les athlètes qui en pratiquaient étaient plus forts ou gagnaient plus de muscles. De toute façon, c'est bien connu dans les milieux de la force, du bodybuilding, du strongman, etc. Les fameuses
muscle nap, les siestes musculaires. Et ouais, c'est lorsque l'on dort que l'on va générer de l'hormone de croissance ou jouer sur la testostérone, créer un environnement anabolique pour non seulement récupérer mais grossir encore plus. Les siestes ont été montrées extrêmement pertinentes pour augmenter la vigilance, les performances cognitives, mais la force et la puissance également. Et de manière générale, le sommeil, la quantité que vous employez est extrêmement importante. D'ailleurs, j'ai une collègue dans ma salle de sport qui, elle, fait de l'athlétisme au niveau international et elle dort entre 11 heures et 13 heures par jour. Une dinguerie. La science a remarqué que si on dormait moins de 8 heures, le risque de blessure était significativement plus élevé. Niveau sprint, peu dormir diminue le temps de réaction, l'accélération et la vitesse et de manière générale la filière anaérobie. Le sommeil joue également sur le cerveau, les fonctions cognitives et donc la précision technique. Les tirs seront moins précis, les passes seront moins précises et ça va être plus difficile d'effectuer des bonnes prises de décision. Peut-être que vous allez prendre les mauvaises décisions ou mettre plus de temps à les prendre. C'est exactement pareil qu'en conduisant une voiture. Et le cerveau englobe également la mémoire et l'apprentissage moteur. Si vous avez passé une journée entière à travailler un dribble, à travailler un coup franc, à travailler un type de passe, une technique, etc., vous avez besoin de dormir pour que votre cerveau, avec l'acétylcholine, emmagasine tout ce qu'il a travaillé. Donc le sommeil, c'est important sur tout un tas de choses, et pour la musculation c'est le même délire. D'ailleurs, je vais vous le dire, je suis persuadé que moi, parce que je n'ai pas forcément la meilleure hygiène de vie au monde, comme va la tester ce Nika Takitsuru, 17 ans d'âge, je bois de l'alcool et je mange pas toujours des trucs de fou. Mais ça fait 10 ans que j'ai mis un poids d'orgue à mettre le sommeil en priorité et je suis persuadé que c'est ça qui m'a permis de m'en sortir avec beaucoup plus de flexibilité sur les autres variables dans ma vie. Et je pourrais vous sortir des tonnes d'études sur le sommeil et la musculation, la force et la perte de gras. Par exemple, une que j'adore, ils ont comparé des gens qui dormaient 8h30 ou 5h30 par jour. Ceux qui dormaient que 5h30 ont perdu 60% de gras en moins et gagné 55% de muscles en moins. Ils étaient moins musclés et plus gros. Tout ça pour vous dire, vous voulez avoir plus de résultats, dormez plus. Donc moi, je note le sommeil littéralement 9 ou 10 pour les deux. Et enfin, dernière chose que Ronaldo utilise, ça va être l'entraînement de résistance, donc la musculation, la préparation. Alors ça, maintenant, l'immense, si ce n'est la totalité des joueurs de football utilisent une préparation physique à côté. Et c'est pas pour rien maintenant que le sport, tous les sports se sont professionnalisés. Tous les sports utilisent de la musculation, du renforcement plus ou moins spécifique à côté. Même le golf, même le kart, même le motocross et probablement même les fléchettes et le tir. Hein. C'est pas pour rien. Évidemment que d'avoir des muscles plus forts va vous permettre d'être plus rapide, etc., etc. Mais après 30 ans, la musculation est critique. On perd entre 3 et 8% de muscles par décennie après ces 30 ans, donc de 30 à 40, puis de 40 à 50. Et après 60, ça s'accélère encore plus. La testostérone, on en perd 1 à 2% par an après 30 ans et la testostérone libre, celle qui est encore plus importante car c'est celle qu'on peut vraiment utiliser, diminue de 2 à 3% par année car la SHBG augmente avec l'âge. Et le sommeil dont on a parlé avant et la musculation, le sport de manière générale vont vous permettre de conserver cette masse musculaire et cette testostérone. Ils sont évidemment cruciales pour performer dans le sport. La force quant à elle se conserve relativement bien avec l'âge, ça va quand même diminuer beaucoup plus lentement, donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis, surtout que c'est déjà un peu moins important pour un footballeur, et même si votre objectif c'est uniquement de faire de la musculation, ça va bien se passer. Par contre, en ce qui concerne la vitesse et la puissance, donc la puissance et la vitesse multipliées par la force, je simplifie mais comme ça vous avez compris, là ça diminue très très vite. C'est la première qualité qu'on perd avec l'âge, c'est la vitesse, hein. De toute façon vous le voyez bien, les personnes âgées elles sont pas rapides. Les unités motrices rapides diminuent, il y a une conversion des fibres rapides en fibres lentes et le recrutement nerveux également diminue avec l'âge. Donc c'est pas pour rien que Ronaldo continue à entraîner cette qualité physique, que ce soit avec des mouvements de musculation effectués de manière explosive, avec des sprints, avec de la pliométrie, avec des sauts, etc., etc. L'entraînement de puissance, l'entraînement de vitesse est très important et en réalité, si vous voulez bien vieillir, vous devriez en faire au moins un cycle par an, peut-être 1, 2, 3 mois, tous les ans pour le restant de vos jours. Comparez un footballeur qui fait de la musculation et du travail de puissance, de pliométrie, etc. à quelqu'un qui n'en fait pas, inutile de vous faire un dessin. Et si Ronaldo, à son grand âge, nous sort encore un physique comme ça, c'est pas uniquement pour épater la galerie, mais c'est pour être toujours aussi bon sur le terrain. Bon,
Inutile de rajouter une note, pour moi ça serait 11 sur 10. Peu importe ce que vous faites dans la vie, même si vous êtes informaticien, un minimum d'activité physique et même de musculation, de renforcement musculaire, c'est capital pour tous les humains. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Ronaldo, de la Coupe du Monde. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.